J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en nos bureaux Rolando Grandi, gérant du fonds d'action sur l'intelligence artificielle auprès de la financière de l'Échiquier à Paris. Bonjour Rolando. Bonjour. Bienvenue en nos bureaux. Merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On la trouve où? Alors, l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, c'est la capacité des algorithmes d'apprendre par eux-mêmes. C'est-à-dire que désormais, on ne va pas dire à l'algorithme quoi faire, on va lui donner des exemples afin qu'il apprenne par lui-même. Et ça change complètement le paradigme qui permet aux entreprises désormais de développer des applications aussi variées que la conduite autonome. Si on pense aux voitures, aux tracteurs, aux camions qui deviennent de plus en plus autonomes. Si on pense aux algorithmes intelligents, prédictifs, qui vont faire parler les données pour les rendre explicatifs, pour les rendre prédictifs. Et même, on pourrait parler de l'assurance, de la gestion d'actifs, de la recherche et innovation dans la santé, puisque désormais, des nouvelles thérapies sont développées grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est tout ça et bien plus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est au début d'un trend, au milieu d'un trend? C'est une courbe exponentielle? Nous voyons l'intelligence artificielle comme étant déjà une technologie universelle. Donc, on va la retrouver partout. Et c'est finalement dans ce cheminement pour aller d'un secteur d'abord technologique, puisque c'est là où émerge aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais progressivement, puisque c'est une technologie universelle, elle se déploie partout dans notre économie. Donc, ce qui est assez intéressant de voir finalement pour savoir où nous sommes, c'est dire que l'intelligence artificielle n'est qu'au tout début de son développement. On a vu donc l'émergence d'algorithmes, des réseaux neuronaux artificiels, du cloud, du big data, mais nous rentrons enfin dans cette période, ce point d'inflexion qui fait à l'intelligence artificielle de croître à une vitesse exponentielle et qui surtout est en train de nous permettre de voir ces applications se développer partout. Donc je pense qu'on a déjà passé le premier chapitre de l'essor de l'intelligence artificielle et nous rentrons enfin dans ce deuxième chapitre de croissance exponentielle. Et au niveau géographique, le développement de l'IA, c'est plutôt États-Unis, Europe, pays émergents, la Chine, dont on parle beaucoup pour le moment? On en parle énormément. Alors, c'est vrai que si on pense d'un point de vue géographique, cette technologie, elle se développe partout. Alors, évidemment, comme dans toute technologie, il va y avoir des secteurs, des pays qui sont un peu plus en avance que d'autres. Le pays numéro un dans l'intelligence artificielle, c'est les États-Unis. Une capacité à innover, à développer, à financer les activités d'intelligence artificielle qui est extrêmement forte. Donc là, on va retrouver beaucoup d'entreprises, la plupart du temps basées autour de San Francisco et qui développent des applications extrêmement variées et très avancées. En deuxième position, l'acteur clé, c'est la Chine. La Chine est extrêmement avancée, alors qu'on pense que c'est plutôt un pays très orienté vers la production industrielle. Au contraire, de plus en plus, il se tourne vers les technologies des pointes comme la 5G, la robotique, l'intelligence artificielle, l'espacial. Donc, ça reste un pays très en avance. L'Europe a aussi une place à jouer, donc on retrouve beaucoup de savoir-faire, d'abord en recherche, en France, en Allemagne, en Belgique également, et de plus en plus des startups qui arriveront par la suite dans les marchés cotés. Et donc, pour nous, on a un univers d'investissement qui ne cesse de s'enrichir. Tu parlais de la Chine justement comme deuxième marché. Est-ce que les dernières mesures prises par le président chinois ont un impact sur les entreprises, sur l'intelligence artificielle là-bas? Oui et non. Je pense que sur le court terme, ce qu'on a pu observer en 2021, c'est que toutes ces mesures qui vont dans ce but des prospérités communes sont en train de créer pas mal d'impact sur des activités de la data, qui impacte donc l'intelligence artificielle. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle de savoir que la Chine est en train de se prémunir d'un cadre réglementaire strict, contrôlé, pour développer les utilisations d'intelligence artificielle de manière responsable. Donc, c'est quelque chose qui avait déjà un peu été mis en place en Europe avec RGPD, et désormais on le voit en Chine. Donc ça crée pas mal de turbulences sur cette année 2021, mais on pense qu'enfin, une fois cette période qui est en train de se finir, on va rentrer dans une démarche beaucoup plus visible et sereine. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine a une ambition très très forte sur le plan technologique, et donc l'intelligence artificielle ainsi que d'autres technologies avancées représentent une priorité pour le pays qui va soutenir le secteur pour permettre son développement.
Alors, on voit que le marché a fortement monté là sur le premier semestre et qu'il devient nettement plus nerveux. Les valorisations deviennent très chères, mais surtout, pic de croissance derrière nous, hausse des taux, inflation, évidemment hausse du prix de l'énergie. Quels sont les impacts de ces pénuries de semi-conducteurs, de cette inflation dans la gestion de ton fonds? Bon, c'est vrai que le contexte macroéconomique cette année est particulièrement chargé. Donc, ce sont des débats qui sont en cours. La réponse, elle n'est pas encore connue, mais nous avons évidemment notre position. Alors, quelle est cette position? D'abord, nous pensons effectivement que les mesures, on va dire, d'assouplissement quantitatif, des politiques monétaires accommodantes, sont tout de même en train de ralentir. Donc, c'est vrai que c'est un soutien pour le marché qui est en train de se tasser. Donc, évidemment, ça pose la question de sur quoi on doit investir par la suite. Cela a impacté cette année notre portefeuille, puisqu'il y a eu de la rotation sectorielle, il y a eu pas mal de secteurs plébiscités qui étaient plutôt défavorisés en 2020, comme par exemple le tourisme, le transport aérien, l'hôtellerie, l'industrie, qui cette année se portent plutôt bien, et ce qui nous impacte évidemment en n'étant pas présents sur ces secteurs-là, qui ne sont pas forcément très innovants en matière d'intelligence artificielle. Donc ce qu'on peut voir désormais, c'est que l'environnement macroéconomique est en train de passer d'une période presque euphorique suite à ce rattrapage de 2020 et qui va progressivement vers une normalisation en 2022-2023. Cette normalisation est la suivante. On va mécaniquement avoir un peu moins de croissance économique. C'est normal, on est dans des économies qui sont en train de devenir de plus en plus matures. Donc la croissance, elle va être plus lente. L'inflation, elle devrait, même si elle va être un peu plus élevée que les années avant crise du Covid, elle va mécaniquement ralentir. C'est d'ailleurs ce que les banques centrales sont déjà en train de prévoir, un ralentissement de cette inflation qui reste un peu plus élevée que d'habitude, mais qui va ralentir. Donc dans ce contexte, nous pensons que les actifs et surtout les entreprises à favoriser sont celles qui ont trois caractéristiques: de la croissance, qui sont innovantes et qui sont en position de leadership. Et bien finalement, c'est exactement ce que nous faisons dans notre fonds d'intelligence artificielle, puisque non seulement il y a la thématique de l'intelligence artificielle qui nous projette finalement dans ce futur qui est en train d'être développé par nos sociétés, mais en plus au travers des sociétés qui sont de croissance, qui sont des leaders dans leur secteur et qui sont fortement innovantes. Donc la macro a été assez perturbante en 2021, mais ça y est, on passe le cap vers des années qui vont être beaucoup plus intéressantes sur le stock picking de conviction. Alors, tu parlais justement de la sélection d'entreprises innovantes avec un leadership, de la croissance. Tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises que tu as dans ton fonds, que tu as sélectionnées, et justement aussi au niveau géographique? Bien sûr. Alors, si on regarde un peu les sociétés clés, je dirais, dans l'intelligence artificielle, une première qui me vient à l'esprit, c'est la société Snowflake. Alors, Snowflake, c'est une société américaine qui a d'ailleurs été cofondée par deux Français qui sont partis ensuite aux États-Unis pour créer cette société et qui est aujourd'hui un tout petit peu la société qui permet à une entreprise de pouvoir centraliser toutes ses données. Parce qu'aujourd'hui, les données sont partout, à la fois dans ce qu'on appelle les serveurs privés d'une entreprise, c'est data center privé, à la fois dans le cloud, dont on en parle de plus en plus, mais le cloud est aussi un cloud multi-régional. Les data sont parfois aux États-Unis, en Europe, au Japon, dans des fournisseurs différents. Donc Snowflake permet de centraliser les données pour ensuite utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle et faire parler ces données. Donc, c'est une société qui représente un profil de croissance extrêmement séduisante. On est en train de parler de plus de 60% de croissance annuelle sur les 3 années à venir. Et donc, c'est forcément une de nos valeurs favorites dans l'environnement de l'intelligence artificielle, puisque la data est extrêmement clé pour le développement de tout l'écosystème. Alors, si on regarde un tout petit peu d'autres types d'entreprises, je pense qu'on peut évidemment penser au secteur aussi des calculateurs graphiques. Alors, une société clé là-dessus, c'est NVIDIA, également une société américaine, qui fournit quoi? C'est tout simplement le cerveau de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont tout simplement ce qu'on appelle des accélérateurs graphiques qui permettent de faire fonctionner les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, quand on parle des réseaux neuronaux artificiels, ça tourne et ça fonctionne dans ces machines développées par NVIDIA. Et ce qui est extrêmement passionnant et qui montre finalement cette accélération de la thématique, c'est qu'aujourd'hui, les modèles, les algorithmes, les réseaux neuronaux artificiels, qui sont finalement la technologie de l'intelligence artificielle, sont en train de doubler en taille tous les 2 mois. Donc, c'est une vitesse de croissance exponentielle, d'où la nécessité d'avoir la technologie de NVIDIA pour pouvoir mettre en place tous ces algorithmes. Et peut-être un troisième exemple, pour changer un peu de zone géographique, on va retrouver la Chine,
qui est aussi présente dans ce développement, comme on l'a évoqué. Et je pourrais parler d'une société chinoise qui s'appelle GDS. GDS a un métier très important qui est de construire, fabriquer, gérer les data centers en Chine au service de toutes les sociétés chinoises qui veulent avoir du cloud. Donc, c'est cette société-là qui est dans une catégorie d'infrastructure qui permet de mettre en place, dès la conception à la construction, à la gestion des data centers qui permettent le cloud en Chine. Tes sociétés sont plutôt des prédateurs ou plutôt des proies à être évidemment achetées par des plus grosses sociétés? Alors, historiquement, on a vu les deux. Alors, on a eu des sorties en portefeuille, ne serait-ce que la plus récente. Cette année, la société australienne Afterpay s'est fait racheter par la société Square pour plus de 29 milliards de dollars, la plus grande acquisition de l'histoire de Square. Donc évidemment, pour nous qui étions d'abord investis sur Square, que nous avions vendu parce qu'il nous semblait déjà bien valorisé, on s'est porté sur Afterpay et on a retrouvé 9 mois après cet investissement une sortie par ce rachat de la part de Square. Donc c'est sûr que ces sociétés-là que nous détenons en portefeuille, ce sont des actifs stratégiques. On a eu d'autres sorties comme Tableau, racheté par Salesforce, plus grande acquisition dans l'histoire de Salesforce. On parlait à l'époque, c'était en 2019, de 16,5 milliards de dollars. Donc ça reste un terrain très attractif pour la chasse de ces grandes sociétés qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. À leur tour, nos sociétés rachètent aussi des plus petites sociétés, souvent des sociétés non cotées qui sont vraiment encore dans le début de leur développement, dans le but d'acheter des équipes de développeurs, des technologies et enrichir leurs produits. Donc je pense que nos sociétés en portefeuille se situent sur les deux plans et quoi qu'il en soit, nous derrière, nous sommes bénéficiaires de tous ces mouvements-là. Donc, j'ai appris que tu étais également le gérant d'un fonds d'action sur l'espace, la financière Échiquier Space. Alors, pourquoi un tel choix? Pourquoi aujourd'hui investir dans l'espace? Alors, c'est vrai que nous avons lancé le 31 mai de cette année le fonds Échiquier Space, l'ultime frontière de l'investissement. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? C'est tout d'abord parce que ça fait plus de 3 ans que nous travaillons dans ce projet. À chaque fois qu'à la financière de l'Échiquier, nous développons un nouveau fonds thématique, nous les lançons et nous les proposons à des moments qui nous semblent clés pour le développement d'une technologie ou d'une thématique. L'intelligence artificielle, par exemple, était lancée en 2018, année pendant laquelle nous considérions qu'on était dans cette année zéro de cette thématique nouvelle. Et donc, pareil, 2021 pour nous, c'est l'année zéro de ce que nous, on appelle l'espace 2.0 et qui nous donne enfin cette opportunité de positionner notre épargne, nos capitaux dans cette immense aventure multigénérationnel d'investissement dans l'espacial. L'espacial a parfois l'air d'être un peu science-fiction, d'être un peu une niche, mais de plus en plus, on voit des sociétés, des nouvelles générations entrepreneuriales, visionnaires, innovantes et en plus responsables d'un point de vue ESG, s'intéresser à la thématique spatiale. Et nous avons désormais plus de 34 sociétés en portefeuille pour participer à cette nouvelle économie qui se développe. Oui, justement, tu parles de l'ESG parce que c'est un point très important pour nos clients et l'espace peut être contradictoire, le développement de l'espace, la conquête spatiale contradictoire à l'environnement socialement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces entreprises ESG qui investissent dans la conquête spatiale? Tout à fait. C'est d'ailleurs une des premières questions que nous sommes posées quand on a lancé le fonds. C'était à quel point la thématique spatiale pouvait être responsable et durable. Et d'ailleurs, vous pouvez le consulter sur notre site web, on a développé une charte d'investissement responsable dans laquelle nous avons mis en place et détaillé tous les points au niveau de l'environnemental, du social, de la gouvernance, et s'est posé des questions par rapport aux sociétés et la thématique et nous positionner. Par exemple, nous investissons uniquement sur des sociétés qui ont des strictes politiques de gestion des débris spatiaux. Malheureusement, les sociétés d'avant ont pollué l'espace. Désormais, ce qu'on veut, c'est éviter cela, voire même aller le nettoyer. Opportunité d'investissement, par exemple. On se pose la question de la réutilisation de fusées. Auparavant, elles explosaient une fois être lancées et se détruisaient dans le retour dans l'atmosphère. Maintenant, on les réutilise dans une logique qui a l'air aujourd'hui complètement rationnelle. Avant, on ne pouvait pas le faire. Désormais, on peut le faire. Et c'est certains acteurs qui le font. Et encore, si on pense à des aspects sociaux, la fracture numérique qui fait que beaucoup des populations sont écartées de la digitalisation actuelle de notre société, c'est grâce finalement à la technologie satellitaire
qu'on amènera finalement la digitalisation partout dans notre planète. Et évidemment, la gouvernance, principal critère des sélections, on se focalise et on choisit des sociétés qui sont vraiment positionnées à défendre les intérêts des parties prenantes externes comme internes, faisant donc de notre thématique et notre approche spatiale non seulement enthousiasmante d'un point de vue de la thématique, de la technologie, mais aussi de cette responsabilité en tant qu'investisseur responsable. Ah, c'est très bien. Et justement, pour nos clients qui sont aujourd'hui investis dans l'intelligence artificielle, dans les nouvelles technologies, dans ton fonds, est-ce qu'il n'y a pas des doublons en investissant dans ce fonds eSpace? Alors, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons une règle d'or à la financière de l'échiquier sur nos fonds thématiques. C'est ce qu'on appelle l'overlap ou les valeurs en commun. Donc, cette règle fait que nous ne dépasserons jamais les 30% d'overlap entre deux fonds thématiques, Space, intelligence artificielle par exemple. À l'heure actuelle, pour vous donner un ordre de grandeur, on est autour des 15%, donc bien en dessous de ce maximum qui est théorique parce qu'on ne l'atteint jamais. Et donc, ça permet de rendre l'offre très complémentaire parce qu'en plus, sur l'intelligence artificielle, on est surtout sur une technologie qui est universelle, comme l'électricité l'a été, le pétrole. On parle d'ailleurs de 4e révolution industrielle. Dans l'économie spatiale, on est sur quelque chose qui est peut-être un peu plus vaste parce qu'on va investir dans un écosystème. Grande différence entre l'investissement dans une technologie. Et donc, ça fait finalement pour un investisseur final qui va détenir les deux stratégies, on est sur des choses qui sont extrêmement complémentaires. Eh bien, tout grand merci Rolando. Merci pour ta visite ici chez Pareto et je souhaite un bon retour à Paris. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.